Si vous ne connaissez pas la gym artistique aux agrès, eh bien restez avec nous car nous avons la chance et le plaisir d'accueillir une entraîneuse de gym artistique aux agrès. C'est comme ça qu'on dit. Elle s'appelle Sarah Darzi Segura. Elle nous raconte son parcours d'Alia. Elle est là depuis 15 ans. Ça n'a pas toujours été facile. Restez avec nous. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Sarah, bonjour. Bonjour. Alors, depuis 15 ans, vous êtes en Israël, mais vous n'avez pas toujours été entraîneuse, bien que vous ayez gagné le championnat de France par équipe quand vous aviez 12 ans. Vous avez laissé tomber la gym à vos 18 ans. Exactement. Donc, je me suis entraînée pendant 14 ans. Très dur. Oui. En école en sport-études, donc c'est en France, voilà, avec 4 heures de gym tous les matins, et puis l'école après la gym, avec des entraîneurs reconnus au niveau international, dont Sacha Tkachev, qui était champion olympique, qui a même inventé un des exercices à la barre fixe, le Tkachev, et donc voilà, ça a été mon parcours en tant que gymnaste en France. Et pourquoi vous avez arrêté à 18 ans ? Alors, ça a été... la gymnastique pour moi a été quelque chose qui était obligatoire. J'ai pas vraiment eu le choix. Non. Ma maman, que je remercie aujourd'hui, nous a inscrites à la gym avec ma sœur. Et puis, il fallait faire de la gym, puisqu'elle a souffert de problèmes de santé. Et puis, on lui disait que le sport était bon pour la santé. Donc, pour nous préserver, il fallait faire du sport. Voilà. Sauf que le sport à haut niveau, c'est pas toujours très, très bon. Bon, pour vous, ça a été difficile. Ça a été très dur. Ça a été, parce que les entraîneurs aussi n'ont pas été toujours très tendres. Voilà, exactement. Les entraîneurs sont difficiles. On entend beaucoup d'histoires en ce moment avec le patinage artistique, l'équitation, le football, le ping-pong. Enfin, on voit que dans tous les milieux, ça a été compliqué. Oui. Bon, vous, c'était pas tout à fait ça, mais c'était des souvenirs un peu difficiles. Un peu difficiles, puisque à partir du moment où on parle de haut niveau, effectivement, c'est une rigueur qui est très difficile, surtout pour des enfants qui après deviennent adolescentes, qui pensent certaines fois à autre chose que uniquement à la gym. Mais elles n'ont pas le droit. Bah, ouais. Voilà. Bon, alors, 18 ans, vous arrêtez. 20 ans, vous montez en Israël. Pourquoi vous venez en Israël ? Alors, on vient en Israël parce que papa est israélien. Et puis, il nous a toujours fait partager cet amour d'Israël. Et puis, je pense que c'était un petit peu pour se retrouver en tant que juive en Israël. Parce que vous avez évolué dans un milieu qui n'était pas vraiment très juif. J'étais dans une école qui n'était pas juive. La gym, c'était pas très juif non plus. Ouais. Et il fallait qu'on se retrouve. Et puis, c'était Israël. On avait de la famille, un petit peu de famille ici. Donc, c'était la bonne chose à faire. Et vous êtes montée en famille ou seule ? Non, je suis montée seule avec ma petite sœur. J'avais 20 ans, elle avait 17 ans. Donc, je suis devenue très vite une petite maman. Ouais, vous êtes occupée d'elle. Voilà. Okay. Alors, vous avez donc cherché à faire quelque chose, parce que c'est sûr, quand on fait toute sa vie de la gym, on se demande qu'est-ce qu'on va faire après quand on arrête. Et vous avez, on va dire, erré pendant 6 ans. J'ai erré, c'est exactement ça. Ça ne peut pas être plus exact que ça. Ça veut dire quoi ? Alors, j'ai commencé des études de français en Israël, après avoir fait une mechina. Et puis, j'ai travaillé en tant que serveuse, ici et là, parce que j'avais un minimum d'hébreu, grâce à mon papa. Et puis, je me suis prise très vite pour une Israélienne. Donc, je suis partie faire le tour du monde. Je suis partie aux États-Unis, à Chypre, au Mexique, au Guatemala. Et puis... Vous travailliez, bien sûr, avant, après, entre-temps. Alors, j'ai travaillé même à l'étranger. Bien sûr, j'imagine. Voilà. Ouais. C'était sympa, mais plus ça avançait et plus je me rendais compte que je me perdais complètement. Quelle est ma voie ? Qu'est-ce que je dois faire ? Où je suis ? Et puis, vous savez, il y a toujours cette question dans la tête. Israël ou la France ? Israël ou la France ? On hésite. Vous n'êtes pas toute seule. Voilà. Je pense que c'est vrai que quand on ne trouve pas son chemin ici, on se dit peut-être que ailleurs c'est mieux, peut-être que j'aurais pas dû partir, peut-être que... Bon, voilà. On cherche et le doute n'aide pas non plus, paraît-il. Du tout. Et puis, et malgré tout, il y a toujours cette petite voix interne qui dit
non, il faut rester ici parce qu'il y a quelque chose à faire. Parce que si je suis partie à 20 ans, c'est pas pour rentrer. Et vous savez, à chaque fois, on se dit, si on rentre, est-ce que c'est un échec ? Alors que ce n'est pas, mais c'est ce qu'on ressent. Si on rentre en France, ça peut être un échec. Et puis moi, je voulais pas d'échec. C'était non. Il fallait me prouver à moi-même que j'étais capable de m'en sortir. Et de faire quelque chose qui vous plaise ici. Exactement. Alors, au bout du rouleau, votre petite sœur vous conseille de commencer des études. Voilà. Donc, vous suivez son conseil ou pas ? Ah, complètement. D'accord. Complètement. Ma petite sœur m'a sauvé la vie. Vraiment. Je veux dire ça comme ça. Et je commence des études de biotechnologie. Aucun rapport. Aucun rapport, mais en plus, aucun rapport avec ce que j'ai fait au lycée, parce que j'ai fait un bac littéraire. Ouais, ok. Je parle 4 langues couramment, c'est pas tellement ça n'a rien à voir. Mon papa qui me dit, toi et les maths. Et finalement. Et puis finalement, je finis mon Tohar Rishon de biotechnologie avec une note raisonnable. Mais encore. Mais vous n'êtes pas bien. C'est toujours pas ça. Non, vous cherchez en fait, quelle est votre mission en gros, c'est ça ? Exactement. Pourquoi vous êtes là ? Pourquoi je suis là ? Et puis encore une fois, je me cherche. Et un jour où vraiment j'étais, on va dire, au bout du rouleau. Mais vraiment, ça fait un peu, tragique, mais c'est vraiment ça. Je suis assise avec ma mère dans mon petit appart à Jérusalem. Et puis elle me pose la question, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Et puis du tac au tac, c'est comme si ça revenait de mon âme. Et je lui ai dit de la gym. C'est ça que je veux faire. Je veux être entraîneur. Et puis elle me dit, allez, cherche, fais quelque chose. Et là, comme par miracle, c'est incroyable, on a cherché sur Internet club de gym. Et le premier numéro sur lequel je suis tombée, qui était à l'époque le club de gym de Tzipor, j'ai appelé cet entraîneur Tzipor qui m'a dit « Oui, je recherche quelqu'un pour travailler ». Et le lendemain... Et vous n'étiez pas encore entraîneur ? J'étais pas encore entraîneur. Mais comme j'avais les bases, bien sûr. Comme je m'étais entraînée, tout de suite, en sachant mon histoire, en connaissant... Vous avez été championne par équipe, etc. Ça a été... Ouais. Voilà. Et là, elle m'a prise comme ça, sans hésiter. Ça veut dire quoi ? Le lendemain, vous avez commencé à travailler ? Ah, mais le lendemain, j'avais un rendez-vous avec elle. Le surlendemain, j'étais déjà au club. Le surlendemain, j'étais au club. C'est très israélien, ça. Voilà, et c'est la première fois depuis des années que je me suis remise à la gym, moi-même, en me disant, est-ce que mon corps, il est encore capable ? Et je me suis rendu compte de choses que j'arrivais encore à faire, et jusqu'à aujourd'hui, où je me dis, mais c'est incroyable, le corps, il n'oublie pas. Le corps, il est toujours... c'est toujours là. C'est sûr. Alors, ça dure 1 an et demi, cette aventure. Exactement. Et puis, comme ça peut arriver dans la vie, elle décide d'arrêter, de partir, faire autre chose. Donc, vous étiez dans son club. Donc, vous vous êtes dit, ça y est, pour moi aussi, l'aventure est terminée. Et ça a été vraiment une grosse angoisse parce que j'avais trouvé ce que j'aimais et tout d'un coup, je vais le reperdre. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, quand je travaillais avec cet entraîneur de Tzipor, elle avait décidé, à partir d'un certain moment, d'ouvrir la gym au monde des religieuses. Ce qui n'était pas... Quand vous dites un club de gymnastique, c'était des activités extrascolaires. Exactement, des comme on dit en hébreu. Exactement. D'accord. Donc, elle avait ouvert un choug de gym pour des filles religieuses. Pour des filles religieuses, exactement. Et puis, c'était un petit peu un challenge parce que qui est-ce qui va accepter ? Qui est-ce qui va vouloir ? Et puis, certaines filles... Elle n'était pas religieuse non plus. Elle était Detia Leshavar. D'accord, elle a été religieuse avant. Et voilà. Chazra Betchouva, Béchéla et Massortite, on va dire. Et puis les religieuses acceptent ce challenge, sachant qu'effectivement, c'est avec certaines règles, on va beaucoup en fonction de la halakha, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé. Et puis, donc, elle me dit qu'elle part. Et moi, je me retrouve... alors, tout ça, c'est effectivement après avoir fait le cours de gymnastique, d'entraîneur. Vous avez, bien sûr, une fois que vous avez vu que ça marchait, que ça vous plaisait, vous êtes formée. J'étais déjà formée pour pouvoir moi-même être entraîneur et ouvrir des chougim, surtout, ce qui est impératif. Et puis, pendant ce temps-là, entre-temps, je me marie, je tombe enceinte, j'ai ma première fille qui s'appelle Liv.
Et puis... ça s'arrête, mais les filles ne vous lâchent pas. Les filles ne me lâchent pas, exactement. Et elles m'appellent, je me souviens, je suis en France avec ma petite fille, avec mon bébé, et les filles ne me lâchent pas tout le temps des téléphones. Sarah, tu peux pas nous laisser, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a découvert la gym, on l'adore, on veut continuer. Complètement. Et puis là, y a un ange gardien qui arrive. Et l'ange gardien... Toujours, hein. Ouais, et vraiment, c'est... L'ange gardien, c'est mon mari. Mon mari qui me dit, écoute, voilà, on a reçu de l'argent pour le mariage. Tu réfléchis pas une seconde. Tu prends tout cet argent et tu achètes du matériel, parce qu'il faut savoir que le matériel coûte beaucoup. Bien sûr. En gym. C'est énorme. Tu achètes tout ce dont tu as besoin et tu ouvres et tu y vas. Parce que c'est toi. Et tu ouvres une salle. Et tu ouvres une salle. C'est ce que vous avez fait. Et j'ai ouvert ma première salle. Ma première salle à la Givat Sarfatit, au Matnas de la Givat Sarfatit. Et les filles vous ont suivi? Les filles m'ont suivi. On a commencé, on était 18. Il y avait 18 gymnastes. Aujourd'hui, Baruch Hashem, et je dis Baruch Hashem parce que vraiment, on est là-bas à 70, entre 70 et 75. Rien qu'à la Givat Sarfatit. Et depuis, on va dire, les choses se sont enchaînées. Votre réputation et votre savoir-faire s'est ébruité, évidemment. Et donc, vous avez aujourd'hui 4 écoles. Donc, c'est vraiment bravo. Une à Ramot qui cartonne. Je crois que vous avez 90 filles. Une à Beta Kerem et une à Elad où il y a à peu près 50 filles. Exactement. Donc, c'est fou. Donc, vous êtes resté dans ce créneau des filles religieuses qui font de la gym. Oui. Pourquoi ? Alors, premièrement, encore une fois, c'est toute une question de challenge. Toute ma vie, elle est drivée par ces challenges. Parce que dès que j'ai pas ça, je me sens un petit peu... Quelque chose s'arrête, alors on va aller vers quelque chose d'autre. Exactement. Ouais, et elle ne fait pas ça. Exactement. Okay. Et puis, j'ai découvert que ce mixar, ces filles religieuses, m'ont acceptée en tant que ma sortite, parce qu'elle savent, parce que je suis en pantalon. Vous êtes en pantalon, vous n'avez pas la tête couverte, pas du tout, exactement. M'ont accepté. Elles vous ont accepté parce qu'elles ont reconnu votre compétence. Elles vous ont accepté tout court. Alors, je dirais même qu'elles m'ont accepté tout court, avant tout. Et c'est ça qui est beau, parce qu'il n'y avait pas de but derrière ça. Elles m'ont accepté en tant que personne. Et puis, ça devient mutuel après. Vous avez changé votre regard sur les orthodoxes. Complètement, mais complètement. Pour moi, aujourd'hui, c'est un exemple. C'est des filles exemplaires. Complètement. Que ce soit les filles comme les parents. Ouais. C'est incroyable. Le respect qu'ils ont, et puis l'amour pour ce qu'ils font. C'est-à-dire, même si on parle de Chougim, en Chougim, on a peu de compétition, si ce n'est pas du tout. Ces gymnastes sont en compétition avec elles-mêmes. C'est-à-dire donner le meilleur de soi-même pour soi. Elles arrivent à réaliser des figures de haut niveau ? Écoutez, il y a certaines gymnastes, jusqu'aujourd'hui, je me demande comment, en ayant si peu de formation, commencé si tard. Commencé si tard. Des gamines qui ont commencé à 11-12 ans, c'est très tard pour commencer la gym. Je vous dis, moi, à 12 ans, j'étais déjà sur les podiums. Bien voilà, sûr. Exactement. 12 ans, et puis qui me font des exercices. Alors, je vais utiliser des termes de gymnastique. Allez-y. Ça fera plaisir aux fans. Rondette flip salto tendu, saut de main, la roue sans les mains, qui s'appelle costal dans le monde de la gym, forward, enfin, plusieurs éléments comme ça, plusieurs exercices qui montrent un certain niveau. Qui sont incroyables, incroyables. Alors, pourquoi vous avez tenu à venir aujourd'hui à raconter cette histoire ? Alors, c'est vrai que des parcours d'année, on en a fait beaucoup, mais des gymnastes de haut niveau, pas encore. Vous êtes la première. C'est quoi ? Qu'est-ce qui était important pour vous de dire aujourd'hui ? La plupart de mes gymnastes sont des gymnastes des Israéliennes, des Américaines. Et puis, je me suis rendu compte que j'ai pas beaucoup de Françaises, voire pas du tout. Et je pense que c'est le moment d'ouvrir les portes aux Françaises aussi, et de dire que ça existe, et de montrer qu'on est là, et puis de les accueillir. Parce que, en plus, je parle français. Donc, c'est dommage de pas en profiter, bien Exactement. Et puis, alors... Pour vous dire, on a certaines Françaises, je vais vous dire où.
Je travaille aussi à Givat Shmuel, Ouais. Où j'habite d'ailleurs, avec deux femmes formidables qui sont Lilar Tadmor et Osnat Fidel. Donc c'est pas votre salle là-bas. C'est pas ma salle. Mais si j'ai évolué comme ça, c'est aussi grâce à elles. Elles m'ont suivi et elles m'ont donné plein de tips, plein d'aides qui m'ont aidé à faire que mes salles deviennent prennent de l'ampleur. Exactement. Et que les gens viennent vers vous. Et à Givat Shmuel, il y a une grande alia française. C'est vrai. Et toutes les filles françaises, évidemment, sont avec moi, sont dans mon groupe, puisque le fait que je parle français, ça aide facilite aussi. Les choses, ça facilite. C'est sûr. Quand une fille, ça fait 3 mois qu'elle est en Israël, elle comprend pas un mot d'hébreu, elle a son entraîneur qui parle français, qui peut la mettre en confiance, croyez-moi que c'est waouh, c'est super. Et si ces jeunes filles ont envie de faire de la compétition, vous pourriez éventuellement les aider ou Alors, c'est pas le but? Premièrement, c'est pas le but. C'est pas le but parce que moi, encore une fois, je reporte ça à moi. J'ai pas aimé la compétition. Okay. J'ai pas aimé ça. J'ai beaucoup aimé mes entraîneurs. J'ai eu, notamment avec un entraîneur, qui s'appelle Carole Goldschmidt. J'avais un lien très très fort avec elle, très particulier. Mais la compétition ne m'a jamais donné plus satisfaction. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que quand on fait du sport, il faut un but. Si on n'a pas de but, c'est très difficile de progresser. Et la compétition, c'est le but. Le but d'être première, d'être sur le podium avec sa médaille d'or. Alors, dans le Migzar Haredi, c'est plus difficile parce que ce soit en Israël comme à l'étranger, les compétitions, malheureusement, ont lieu le samedi. Je pense que qu'on soit religieux ou pas, le samedi, c'est Shabbat Kodesh. Ouais, c'est compliqué. C'est malgré tout très compliqué, même pour quelqu'un qui n'est pas religieux. C'est le même problème dans le foot, exactement, etc. d'aller en compétition. Pour tous les jeunes qui sont pratiquants et qui ont envie de faire du sport au niveau, c'est compliqué. Donc la compétition à haut niveau, c'est pas le but. En revanche, il y a de plus en plus des ligotes, c'est-à-dire des compétitions. Alors, on va en parler parce que peut-être dans une autre émission, parce que malheureusement le temps qui nous est imparti est terminé, mais on va parler de ces ligotes, c'est sûr. Juste pour finir sur votre parcours d'Alia à vous, c'est sans regret, j'imagine. Ah, c'est sans regret. Et puis si aujourd'hui on me demande, plusieurs fois on m'a demandé, est-ce que tu retournerais en France ? Non. Il n'y a plus de doute du tout. Premièrement, parce que je ne me connais pas en France dans le monde du travail. Et puis deuxièmement, parce que ce que j'ai réussi à accomplir ici, jamais de la vie, j'aurais réussi en France. Jamais. Le drive qu'on m'a donné ici, le coup de pouce de tout le monde. Tout le monde. C'est uniquement ici. Ouais, les matnassim aussi qui vous ont accueillis. Tout le monde vous a aidé. Vraiment. J'ai pas une fois eu une porte fermée derrière moi. Pas une fois. Ni devant ni derrière. Ni devant ni derrière. Ok. Bon, en tout cas, merci pour votre témoignage. Voilà, on sait où vous trouvez. On va peut-être donner votre numéro de téléphone si jamais on a envie de venir faire de la gym avec vous. C'est le 054 925 99 42. Merci d'être venu témoigner. À très bientôt, Sarah. Merci à vous. Bye. À bientôt. Bye. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.